Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette journée nationale de l'ingénieur. Donc, bienvenue dans cette session pour ceux qui sont ici physiquement présents et puis pour tous ceux qui sont également connectés. Je vois qu'il y a un petit peu plus de 100 personnes connectées, 110. Et donc, c'est très bien. J'aurais préféré que tout le monde soit là, mais on fait comme avec les moyens dont on dispose. Je vais passer la parole tout de suite à Monsieur Xavier Latour, qui est vice-président métropolitain délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la formation continue, et qui est également conseiller municipal à Nice. Bienvenue. Monsieur le Président de la Société des scientifiques et ingénieurs, Monsieur le Directeur de Polytech, cher Alexandre, Mesdames et Messieurs, que vous soyez dans l'amphi ou à distance, c'est un honneur et un plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter Monsieur Christian Estrosi. Il regrette évidemment de ne pas avoir pu vous rejoindre et m'a demandé d'abord de vous remercier. Vous remercier et aussi vous inciter à garder, Monsieur le Président, cette belle énergie au sein de votre association qui vous anime. Christian Estrosi sait l'importance de vos activités pour le territoire. Il y attache un grand intérêt. En effet, scientifiques et ingénieurs, vous participez toutes et tous très activement à l'attractivité de la métropole Nice-Côte d'Azur et au-delà du département des Alpes-Maritimes. Vous participez à la transformation positive de l'environnement économique du territoire. Dans vos entreprises, dans vos laboratoires, vos formations, vous pensez l'avenir et vous agissez sur le présent. Vos travaux contribuent non seulement à créer du savoir et de la richesse, mais encore à faire évoluer de multiples aspects de notre société. Le thème de ce jour témoigne de cette importance. Vous allez réfléchir cet après-midi aux modalités du transport, aux mobilités, avec une importance toute particulière attachée aux mobilités douces. Ces mobilités douces qui constituent, à n'en pas douter, l'un des grands défis à relever en France, sur le territoire en particulier. C'est d'ailleurs une priorité de la métropole Nice-Côte d'Azur, puisque vous savez qu'avec l'IMRED notamment, la métropole soutient le développement de moyens de mobilité autonomes et respectueux de l'environnement. La métropole a la chance d'avoir beaucoup d'atouts pour relever les défis que j'évoquais, pour innover et pour attirer de nouveaux acteurs. En plus d'une volonté politique claire et forte, la métropole s'appuie sur des structures privées et publiques, sur des acteurs de premier plan qui travaillent à la fois sur l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir l'un des 3 IA, en plus d'ailleurs d'un IDEX. Vous travaillez, ou certains d'entre vous vont travailler sur les questions liées à la chimie, et particulièrement à la chimie fine. Vous allez également, pour certaines et certains d'entre vous, être au contact de tous les enjeux qui touchent aux ressources marines ou aux technologies de santé. Enfin, vraiment, nous avons sur notre territoire beaucoup de secteurs très porteurs.
avec les organismes de recherche, avec l'Université Côte d'Azur naturellement, et avec les entreprises, parce qu'il n'y a pas d'activité scientifique sans les entreprises, la métropole Nice-Côte d'Azur entend poursuivre et amplifier les actions au service de la science. Cela passe par le soutien apporté aux entreprises innovantes ainsi qu'aux chercheurs. La métropole investit ainsi 200 000 € de soutien à la jeune recherche et particulièrement à destination des scientifiques, des sciences dites exactes, mais pas seulement. La métropole s'appuie aussi sur une offre de formation, je l'évoquais, qui est déjà très solide, mais qu'elle entend amplifier et diversifier. Il y a encore, et en dépit de la présence de Polytech sur notre territoire, il y a encore de la place pour des formations de haut niveau autour des sciences et de l'ingénieur. Pour conclure, Christian Estrosi et la métropole Nice-Côte d'Azur entendent être avec vous et pour vous au service d'un territoire science-friendly. En tout cas, toutes les sciences seront les bienvenues. Je vous remercie. Merci, Monsieur Latour, pour ces aimables paroles. Moi, je suis très sensible à toutes les questions, comme vous le savez, de transmission du savoir, d'une part, et d'autre part, à tout ce qui est le développement économique de notre belle région. J'espère que vous serez, pour beaucoup d'entre vous, des acteurs vivants et des témoins de ce développement de notre territoire. Je vais passer la parole maintenant à Alexandre Caminada, qui est le directeur de Sophia Polytech. Merci Jean-Pierre. Bon, eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier les ingénieurs et scientifiques de France du PACA d'avoir organisé cet événement et notamment Jean-Pierre de t'être investi comme on le fait chaque année pour accueillir cet événement-là. Je vois qu'on a toujours autant de succès puisqu'on est à 129 personnes connectées et une vingtaine de personnes à la salle. Donc, chaque année, on fait entre 150 et 200 présents. Donc, on maintient ce rythme-là malgré la situation sanitaire qui est particulière. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je remercie, bien entendu, Gabriel Plassa de l'ADEME d'avoir bien voulu venir faire cette conférence aujourd'hui. C'est un sujet qui est d'actualité et qui nous importe beaucoup. Et je remercie aussi Xavier Latour d'être venu porter la bonne parole de la métropole de Nice pour cet événement-là. Donc, il me semble que pour les formations d'ingénieurs, avoir en tout cas des conférences de ce type-là sur des sujets d'actualité dans lesquels, en fait, on va avoir un mélange d'aspects scientifiques, techniques, économiques, financiers, humains importants. Donc, finalement, c'est une manière de s'ouvrir, une manière importante. Pour un ingénieur, c'est fondamental. Donc, pouvoir assister à ce type de conférence ici, dans les locaux, c'est vraiment une opportunité fantastique. Donc, il faut la saisir. C'est pas la seule qui a lieu, mais c'est une des conférences importantes. Et donc, ça me paraît vraiment très bien qu'il y ait une réponse autour de ces propositions-là et que vous soyez présents aujourd'hui. Voilà, je vous remercie tous et bonne conférence alors. Merci Alexandre et merci de mettre à disposition les locaux pour notre journée comme chaque année et j'espère que l'on pourra continuer encore longtemps comme cela. Et alors, je voulais passer la parole à la personne qui est responsable de l'amicale des anciens. Et je ne sais pas si bon, je l'ai pas vu, pourtant il m'a donné sa conférence. Alors s'il est pas là, ben il va. Vous m'entendez? Personne. Bon. Et alors c'était ces deux transparents, hein, mais bon, je peux pas les commenter à sa place. Et je sais pas si Alexandre non plus, sans doute. Non. Alors on va passer donc à moi-même. Donc je suis Jean-Pierre Roselot, comme vous voyez ici, président des USF Côte d'Azur. Je vais vous dire en quelques mots ce que nous représentons.
Donc, l'objectif fondamental, c'est de relever les défis autour d'une économie qui se veut prospère et responsable sur l'ensemble du territoire français, mais surtout aussi, en ce qui nous concerne, sur le territoire. Les IUSF, c'est une association qui a été créée en 1860, donc qui est maintenant un peu vieille. Alors, je ne sais pas si c'est comme le bon vin qu'elle se bonifie en vieillissant, j'espère en tout cas. Elle a été créée par un ingénieur flamand qui a été le fondateur des chemins de fer en France. Et il y a eu des présidents aussi prestigieux que Gustave Eiffel et d'autres juste avant. Donc, elle représente l'ensemble des ingénieurs professionnels, qu'ils soient actifs ou retraités. Cette société exerce sur le territoire au niveau national et aussi au niveau de 25 délégations, dont la délégation Côte d'Azur où nous sommes ici. Il y a également deux représentations, l'une à l'international et deux délégations, une au Canada et une au Royaume-Uni. Ça représente en total 1500 bénévoles actifs, et l'ensemble de la profession, évidemment plus d'1 million d'ingénieurs en France. Alors, qu'est-ce qui se fait au niveau national? Il y a plusieurs points. Premier, c'est pas dans l'ordre, mais il y a un point intéressant qui est l'enquête nationale. Cette enquête qui est d'ailleurs en cours en ce moment auprès des ingénieurs. Il y a les formulaires, on remplit un certain nombre, on répond à ces formulaires. Et il y a chaque année entre 30 000 et 50 000, disons en moyenne 40 000 réponses à ce questionnaire. L'intérêt surtout, c'est que cette enquête est faite depuis plusieurs années, et donc la photographie qui est donnée au résultat d'une enquête d'une année, elle peut être facilement comparée avec ce qui se passe dans les années précédentes. Et elle offre donc un tour d'horizon complet sur la situation des ingénieurs à destination des décideurs politiques d'une part et industriels d'autre part. Donc c'est un outil de référence pour la profession qui est très apprécié des politiques aussi bien que des industriels. Le deuxième, un autre aspect, c'est la journée nationale de l'ingénieur. Elle a lieu, c'est même une journée mondiale, puisqu'elle a lieu le 4 mars pour tout le monde en entier. C'est la journée mondiale de l'ingénieur. Alors, on n'a pas pu faire le 4 parce que vous étiez en vacances, mais bon, c'est la semaine ou les 10 jours qui tournent autour de cet événement. Au niveau national, il y a eu à l'UNESCO des présentations de ce type, de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des publications qui sont faites sous forme de livres blancs, sous forme de cahiers thématiques et qui proviennent des comités sectoriels, je vais en dire un mot, et également des plis cachetés. Alors ça se faisait beaucoup au siècle dernier, ça se fait beaucoup moins maintenant, mais c'est un peu dommage. Ce sont des ingénieurs qui ont trouvé quelque chose et qui n'ont pas forcément les moyens de prendre des brevets, mais ils veulent se garder une antériorité par rapport à ce qu'ils ont découvert. Donc, ils le font sous forme de ce qu'on appelle d'un pli cacheté. Ils l'envoient à la Société des ingénieurs à Paris. Et donc, s'il se passe quelque chose après, ils peuvent dire « Ah oui, mais moi, j'avais trouvé ça il y a quelque temps. » Alors, ça va pas beaucoup plus loin, mais quand même, ça peut donner une antériorité sur une découverte. Il y a actuellement 200 000 plis cachetés qui sont aux IUSF. Alors, une activité très importante, c'est la promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique en France. Donc, je vais y revenir à notre niveau tout à l'heure dans la slide suivante. Au niveau national, c'est 40 000 collégiens et lycéens qui sont rencontrés chaque année pour leur exposer ce que c'est qu'un ingénieur, quel est, entre guillemets, le métier de l'ingénieur. Je vais y revenir un tout petit peu après.
Il y a également un répertoire complet, enfin c'est un annuaire si vous voulez, mais un répertoire des ingénieurs et des docteurs, parce que la particularité, vous voyez qu'il y a ingénieurs et scientifiques, la particularité c'est d'adopter chez nous également des gens qui ont un doctorat de l'université. Et vous pouvez, à l'issue de votre cursus universitaire qui donne l'équivalent du master, vous pouvez aussi passer à l'université, faire un doctorat et être en relation aussi avec des docteurs de l'université. Donc nous avons chez nous les docteurs des universités françaises, ce qui permet d'augmenter notre visibilité. Enfin, le dernier point, il y a 17 comités sectoriels au sein de la société qui vont dans tous les domaines, génie civil, aéronautique, patrimoine, etc. Et ces comités sectoriels, bien, ils se réunissent et ils produisent des documents à destination surtout des politiques pour faire valoir la parole de l'ingénieur dans le monde moderne. C'est le souhait. Alors, en ce qui nous concerne, eh bien, c'est un peu la même chose parce qu'on va décliner ce qui se fait au niveau national, au niveau local. Alors, on fait des conférences, on donne des conférences, on donne des conférences sur des thématiques particulières, par exemple l'intelligence artificielle ou bien la sécurité en informatique, avec des conférenciers qu'on essaye de faire venir de la région ou d'autres. Et puis on fait aussi des formations destinées aux métiers d'experts qui sont parfois mal connus, comme par exemple les commissaires enquêteurs, les présidents de commissions d'enquête publiques sont des ingénieurs, c'est pas très connu. Il y a des commissions également, des métiers d'ingénieurs pour l'expertise judiciaire, c'est moins connu également. Et même, nous avons ici même un représentant de cette corporation des ingénieurs judiciaires. Donc, c'est des formations spécifiques. Alors, la journée nationale de l'ingénieur déclinée au niveau local, c'est aujourd'hui, c'est un événement qui permet de faire rencontrer des ingénieurs et puis parfois décliné sous forme de hackathon. On a au niveau de la communication une lettre trimestrielle. Il suffit d'aller sur le site, vous pouvez télécharger la lettre trimestrielle qui est visible. Et puis nous avons un site USF, dont Twitter, Facebook, ça c'est la communication classique. Nous faisons des visites d'ingénieurs sur des sites industriels comme les cimenteries Vicat ou les mines, les anciennes mines de charbon, ou bien des institutions plus scientifiques comme l'Observatoire de la Côte d'Azur, voire un petit peu plus, entre guillemets, touristique, mais à vocation scientifique, comme par exemple la base aérienne de Salon de Provence, qu'on fera l'année prochaine. Bon. Alors, l'activité importante, les promotions des métiers de l'ingénieur. Donc, nous touchons au niveau de l'Académie de Nice. 2005, l'Académie de Nice, c'est une partie des Alpes-Maritimes, une partie du Var, enfin le Var. Donc, 2500 collégiens et lycéens qui sont rencontrés annuellement. Et donc, pour faire cette promotion de ces métiers de l'ingénieur. Et ce qu'on aimerait bien, et je m'adresse à tout le monde, en visuel et en non visuel, ce qu'on aimerait bien, c'est que des jeunes ingénieurs, comme vous serez l'année prochaine ou dans 2 ans, venir avec nous dans ces conférences dans les lycées pour montrer pourquoi vous avez fait une école d'ingénieur et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre cursus, à défaut de le faire, de prendre des gens qui ont un long pédigré de carrière ingénieur. Parce que les jeunes aiment bien aussi que ce soit des jeunes qui leur parlent. Et puis, surtout aussi, là, je vois qu'il y a des jeunes filles. On aimerait bien aussi qu'il y ait des jeunes filles qui viennent parce que, comme vous savez, on a un grand déficit de recrutement des ingénieurs femmes. Bon, la moyenne, c'est environ 30% dans les écoles d'ingénieurs. Il y en a qui sont un peu plus.
Et donc là, il y a un déficit criant, puisqu'il faudrait normalement aller vers les 50%. Alors ça serait bien que les jeunes filles puissent venir nous assister dans ces conférences dans les lycées pour montrer comment elles ont fait, comment elles sont venues aussi au métier d'ingénieur. Donc là, dans ces vidéos que nous avons, on montre véritablement le métier de l'ingénieur depuis les métiers. On veut montrer que c'est pas seulement un ingénieur, c'est pas seulement quelqu'un qui supervise des unités de production, mais c'est quelqu'un qui peut faire de la conception, c'est quelqu'un qui peut faire du marketing, c'est quelqu'un qui peut valoriser les produits. Et puis ça, vous est cher aussi de savoir quels ingrédients on va prendre pour qu'ils soient durables, comment on va faire pour le recycler, etc. Donc, le métier de l'ingénieur, on montre la totalité et la diversité des filières de l'ingénieur. Et puis, on est présent également dans divers conseils, par exemple le conseil des études de Polytech. On est dans des instances Télécom Vallée ou ACRI, qui est une entreprise qui est association Antipolis, qui travaille dans la recherche environnementale par satellite. On est dans des différents groupes régionaux d'associations. Donc voilà voilà une vision de nos activités un peu générale. J'espère ne pas avoir trop long. Aujourd'hui, notre objectif à travers cette journée, c'est d'apporter de l'information à vous autres, étudiants Polytech, d'essayer de motiver encore davantage dans votre futur métier, et puis on va décliner ceci aujourd'hui sous forme d'une conférence, quelle mobilité pour le futur. Donc je remercie Gabriel Plassa qui est ici, qui est un expert de ces questions-là à l'ADEME, donc il est venu en voisin. C'est un expert internationalement reconnu qui siège dans de nombreuses commissions européennes notamment, et il va nous apporter essayer de nous transmettre une partie de son savoir sur les mobilités pour le futur. Alors, je vous passe la parole. Merci de m'avoir écouté. Merci pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Gabriel Plassa. Je travaille à l'ADEME, effectivement, juste à côté. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, c'est une agence publique qui dépend du ministère de l'écologie et du ministère de la Recherche. Alors, j'ai une formation d'ingénieur également, plutôt les sciences dures. Je suis ingénieur motoriste et j'ai commencé à travailler dans l'industrie automobile pendant plusieurs années, pour ensuite travailler donc à l'ADEME. Et je suis également effectivement expert pour la Commission européenne et j'ai créé une association qui s'appelle la Fabrique des mobilités, dont je parlerai un peu à la fin. Donc depuis une dizaine d'années, je m'intéresse au système de mobilité, transport de personnes et transport de marchandises au niveau global. Et je m'intéresse effectivement au futur de ce sujet-là, à l'évolution plus largement de la façon dont on se déplace et on déplace des marchandises. Donc là, je vais vous parler pendant une petite heure de ce sujet-là. Je vais faire des allers-retours entre des sujets d'ingénieurs, de sciences, de techniques, et puis des sujets qui sont plus dans le domaine de l'économie, des jeux d'acteurs, des rapports de force entre des acteurs industriels différents. Aussi pour vous faire toucher du doigt que ce n'est pas toujours les bons ingénieurs qui gagnent à la fin. Il peut y avoir des rapports de force entre des filières industrielles qui font que les solutions que les gens adoptent diffèrent d'un optimum qu'auraient donné les sciences de l'ingénieur. Donc, mon objectif, voilà, c'est de vous faire un peu toucher du doigt les rapports de force qui sont en train d'arriver dans ce secteur-là.
Donc, j'ai aussi un blog Transport du futur, là, donc vous avez le lien à l'écran, qui contient quasiment 1 millier d'articles que j'écris depuis une dizaine d'années sur ces sujets. Alors, le futur, moi j'aime bien cette caractéristique-là, et le présent nous confirme en fait hein, ces 4 adjectifs. Donc, ces 4 adjectifs, c'est l'armée américaine qui décrit le contexte dans lequel on évolue comme étant VUCA, ou VICA en français. Volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatile, les choses changent, peuvent changer vite. Le prix du baril, par exemple, quelque chose qui a changé relativement rapidement. Incertitude, on est bien placé pour le savoir. Complexité, ça c'est un point essentiel dans la mobilité, c'est un sujet de grande complexité. On a tendance à vouloir le simplifier et c'est une erreur. Il faut garder la complexité des systèmes et prendre l'habitude de naviguer dans des systèmes de grande complexité et ça ne va pas se réduire, ça va plutôt s'amplifier. Et l'ambiguïté, ça c'est une caractéristique que je trouve très très importante, et notamment dans les sujets que l'on va toucher, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs avec lesquels on va devoir faire alliance et on ne sait pas si ce n'est pas potentiellement des concurrents. Et on ne le saura pas en fait. Mais ça fait partie du jeu. Et les 4 se complètent, hein. Vous avez des overlaps hein, entre l'ambiguïté et l'incertitude, mais c'est à la fois différent. Et c'est important d'avoir cet état d'esprit, et ça ne va pas se simplifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers un monde prévisible, calme, paisible, planifiable, etc. Il faut plutôt apprendre à naviguer dans ce contexte-là. Alors, la mobilité, qu'est-ce que c'est ? En quelques mots, en résumé, c'est la coordination pour une personne donnée dans un territoire donné de 4 grands domaines pour réaliser une activité. Il y a quelques déplacements qu'on fait par plaisir. Il y en a assez peu. En général, on se déplace pour réaliser une activité. Et donc, si vous changez la façon dont vous réalisez l'activité, très concrètement, par exemple, aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes qui ont décidé de réaliser l'activité différemment des personnes qui sont dans la salle. Et donc, la mobilité, c'est pas la même dans les 2 cas. C'est la coordination de 4 grands sujets: l'énergie, les infrastructures au sens large, les routes, les ponts, les voies ferrées, les véhicules au sens large, un vélo, son propre corps est un véhicule. Et le 4e domaine, qui est historiquement, on a toujours eu ça, mais il prend une connotation très spécifique aujourd'hui, l'information. Se déplacer, c'est coordonner ces 4 éléments à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Alors quand on a l'habitude, en fait, on n'y pense même pas, mais dès lors que vous voulez planifier un déplacement que vous n'avez jamais fait, vous allez chercher de l'information pour rassembler un véhicule, infrastructure, énergie. Et si on regarde le sujet comme ça, en fait, on a 4 filières industrielles extrêmement différentes, avec des modèles d'affaires qui sont extrêmement différents, et qu'il faut, malgré tout, réussir à coordonner pour réaliser une mobilité. L'industrie des véhicules, c'est pas la même chose que l'industrie de l'information. C'est pas la même chose que l'industrie des infrastructures et c'est pas la même chose que l'industrie des énergies. C'est pas les mêmes pas de temps, c'est pas les mêmes modèles d'affaires, le rôle des acteurs publics est pas le même, les empires industriels sont pas les mêmes. Et donc, coordonner ça, c'est une des difficultés du sujet de la mobilité. Alors, ma présentation va être rapidement en 4 points. Hein, le passé et le présent, grosso modo, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. Les transformations qui ont lieu depuis une dizaine d'années, et par l'image, vous commencez à voir le sujet qui m'intéresse. Ensuite, comprendre les acteurs du numérique. Et le 4e partie, c'est finalement comment être plus intelligent ensemble. Comment réussir à résoudre les formidables défis du secteur des transports qui sont colossaux.
Alors, comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, le transport, j'ai pris deux images qui résument comme la situation. La première, c'est celle-là, le pétrole. Vouloir s'extraire du pétrole, c'est en cours, si on peut dire, de plusieurs façons, mais c'est extrêmement ambitieux, extrêmement difficile, parce que le pétrole, c'est la solution idéale pour le transport. C'est un produit de très haute technologie, très haute densité énergétique, parfaitement adapté au transport. Dans un tout petit volume, vous avez énormément d'énergie. Donc c'est parfait. C'est liquide en température ambiante. Bon, ça présente quelques dangers, c'est inflammable, etc., mais on a su les gérer. Et on a su, ce qui était assez fou quand même, si on regarde au début du siècle, hein, quand il y a eu, en fait, toutes les énergies ont été testées au début, électricité, hydrogène, charbon, biocarburant, on a tout essayé et puis on s'est focalisé là-dessus. L'idée de croire qu'on réussirait à développer un réseau d'infrastructures pour distribuer un produit inflammable qu'on allait chercher à 3000 mètres sous terre et qu'on aurait des réseaux de distribution partout sur le territoire, c'était quand même un sacré défi. Et cette industrie, aujourd'hui, elle existe. Donc, il faut faire mieux que le pétrole, c'est pas simple. Et si on regarde globalement, en fait, les paramètres que j'ai résumés sur une seule slide, donc c'est un peu dense, mais les carburants, c'est des performances, coût par mégajoule. Et le pétrole, c'est très peu cher, en fait, par rapport à la quantité d'énergie qu'il y a dans un litre. C'est des performances environnementales, hein, gaz à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, c'est des besoins économiques en termes d'investissement. Et pour changer ça, il faut regarder les infrastructures qu'on a. Développer de l'hydrogène, ça veut dire développer l'intégralité d'un réseau d'infrastructures. Donc des grandes capacités d'investissement à avoir. Des décisions géopolitiques, dès lors qu'à infrastructure, il y a géopolitique des tubes. La biomasse, il y a des carburants qui sont faits en partie à partir de biomasse. Là, vous êtes en compétition avec les terres et avec l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Pareil pour l'énergie. Il y a des carburants qui vont être faits à partir d'électricité produite, donc à partir de l'usage notamment des sols, le photovoltaïque. Et vous êtes en compétition avec le secteur de l'énergie. Bien sûr, vous avez un grand volet politique, décision politique sur les taxes, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des prix vus du consommateur, ce sont les taxes. Et dans certains cas, de compétition avec les ressources en eau. Donc, faire évoluer le secteur de l'énergie, c'est trouver des optimums dans tous ces champs. Qu'est-ce qu'on a en fait aujourd'hui, en résumé? C'est du pétrole, on se diversifie vers plein de types énergétiques et qu'on va spécialiser en fait les filières énergétiques par l'usage. Donc le transport routier longue distance aura probablement un vecteur énergétique. Les véhicules urbains auront un autre vecteur énergétique, probablement de l'électricité. Entre les deux, il pourra y avoir des vecteurs éventuellement hybridés ou d'électricité ou d'hydrogène. Ça va dépendre des pays. Les choix ne sont pas les mêmes en fonction des pays et de la façon dont on produit les énergies. Et donc, on va progressivement aller vers un patchwork en fait, de vecteurs énergétiques avec un compromis par rapport au bilan financier, puisque le secteur des transports, c'est un secteur massif. Et donc, avoir des petites solutions sur mesure, c'est assez peu compatible avec le secteur des transports. Donc, il faut à la fois des solutions qui sont massives et un patchwork de solutions pour chaque cas d'usage. Donc là, vous voyez les compromis et ambiguïté de la solution. L'autre volet du transport, il y a l'image du pétrole, il y a l'image de la route et des véhicules thermiques qui aujourd'hui dominent le secteur des transports. Et en résumé, sur l'automobile ou les moteurs à combustion interne, c'est des produits de très haute technologie fabriqués à des coûts très bas. Un moteur thermique, c'est quelques centaines d'euros de coût de fabrication. Ça démarre par n'importe quelle température, ça a une durée de vie extrêmement longue, etc. Donc c'est un produit qui est aussi, par le nombre d'ingénieurs qui a travaillé sur un grand nombre d'années, qui a été optimisé et on en arrive à ce résultat-là.
Donc, il faut faire mieux que cette solution avec un coût plus bas et des capacités d'usage supérieures. En matière d'efficacité énergétique, alors c'est dommage, on ne voit pas tout à fait. Je ne sais pas si je peux essayer de le mettre en bas. Donc, ces deux images, en fait, ces deux voitures, c'est 60 ans d'écart et c'est à peu près la même consommation d'énergie. Alors, entre-temps, il y a des ingénieurs qui ont bossé quand même, mais la plupart des gains énergétiques qui ont été effectués ont été réalloués pour passer des normes, sécurité, émissions, pour des pseudo-performances, c'est-à-dire des performances qu'a la voiture de droite, mais qui ne sont jamais utilisées. Cette voiture peut rouler à 200 km/h, mais elle ne le fait jamais. Par contre, à chaque fois qu'elle roule, elle paye la possibilité de le faire par le design de l'objet. Donc les conséquences en fait de cette performance-là, elles sont payées à chaque mètre parcouru par la voiture. Donc ce que j'appelle des pseudo-performances. Les gens achètent ça, mais ne l'utilisent jamais. Et puis, le troisième effet rebond, c'est des accessoires. Il y a tout un tas d'accessoires sur cette voiture qui n'a pas l'autre voiture. Ça aussi, ça fait partie des choses que les gens achètent et acceptent d'acheter. Et donc, vous avez en fait un potentiel de gain énergétique qui a été réutilisé, ce que j'appelle par de la masse marchande. Le véhicule est plus lourd, et pour les trois raisons que j'ai évoquées là. Et le progrès réel est très faible. Donc, on pourrait faire aujourd'hui des voitures qui font 2 litres au 100, même moins. L'ADEME en financé dans les années 80. Il n'y a absolument aucune innovation. Et aujourd'hui, ce n'est pas la voie qui a été clairement choisie par les constructeurs automobiles qui se séparent des petites voitures. D'ailleurs. Alors, tout ça, ce n'est pas le hasard. Pardon. Si on regarde... J'ai tracé en fait le prix et la puissance. Le prix de vente et la puissance des voitures. En fait, c'est très simple. Si vous voulez vendre une voiture plus chère, il faut la faire plus puissante. Les gens l'achètent. Et le deuxième graphe, prix masse. Là aussi, c'est facile. Si vous voulez faire vendre une voiture plus chère, il faut la faire plus longue. En fait, ça s'achète au kilo. Les gens achètent ça, ils en veulent pour leur argent, donc il faut une voiture sérieuse. Donc c'est assez direct. Alors il aurait fallu tracer non pas le prix de vente, mais les bénéfices. Là, ça aurait été, je pense, non linéaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que les constructeurs vont dans cette voie-là, c'est que la marge bénéficiaire est largement supérieure avec des voitures plus lourdes. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire moins de voitures plus lourdes, vendues beaucoup plus cher. En conséquence, nous arrivons à ça, ce qui était assez improbable quand j'ai commencé à travailler à l'ADEME, qu'aujourd'hui, vu les contraintes qu'on connaît, par ailleurs en matière d'efficacité énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre, que le marché des automobiles se dirige vers ce type de produit, mais les acteurs en présence, donc là c'est là où je décale le focus, les acteurs en présence, ces acteurs-là, de leur point de vue, ont intérêt à faire ça. Et de mon point de vue, je pense que ça c'est ce que j'ai illustré par ce propos, en fait, c'est la fin en fait d'un imaginaire de la mobilité et du transport. Donc, ce film, Thelma et Louise, incarne l'objet automobile comme étant l'archétype de l'imaginaire et de la liberté, l'automobile, la liberté. Aujourd'hui, une voiture, elle est majoritairement dans des bouchons, à l'arrêt, et assez peu liée à un symbole de liberté. Et donc, plus largement, je pense qu'il y a des imaginaires de mobilité du futur à inventer. Aujourd'hui, ils n'existent pas. Il y a certains acteurs qui sont en train de les produire. Ce ne sont pas les acteurs automobiles, bien sûr. Mais en tous les cas, c'est un champ, pour moi, qui est à conquérir. Et les ingénieurs sont notamment là pour ça, pour créer des imaginaires et des produits pour sortir de cette situation-là.
Donc, on rentre dans le champ de la création, du changement. Et pour moi, c'est vraiment le champ de réflexion qui m'intéresse, c'est celui-là. On est passé du cheval à la voiture, on n'a pas mécanisé le cheval. On a inventé en fait des industries, industrie automobile, industrie du pétrole, industrie du pneu. Tout ça a été inventé ex nihilo. Il n'y avait rien auparavant à cette échelle. Et donc la question en fait qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on essaye de numériser l'automobile ou de l'électrifier uniquement, ou est-ce qu'on essaye d'inventer de nouvelles industries, de nouvelles façons de créer de la mobilité? Donc on arrive au sujet de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation? Est-ce que pour vous, ça c'est de l'innovation? Alors ça, c'est un objet technique qui a été effectivement nouveau, qui n'a absolument rien changé. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas une innovation. Ça, c'est un objet qui a absolument rien de nouveau et qui a changé la façon dont les gens se déplacent. Donc, c'est une innovation en termes de modèle d'affaires, notamment, en termes de design, en termes de capacité à créer de la confiance uniquement avec un site web, qui fait que à peu près tout le monde covoiture, alors qu'il n'y a pas tout le monde qui faisait de l'autostop avant. Ou ça, les vélos en libre service, le vélo n'a rien de nouveau, le service est radicalement nouveau, ou Flixbus, qui est un système qui a été repris aussi par Blablacar. La relation à l'usager est différente. Et donc, on a des innovations, notamment sur les modèles d'affaires. Donc, ne pas regarder uniquement les objets techniques en passant que c'est par la technique qu'on innove, mais aussi par les modèles d'affaires et la façon d'arriver sur le marché. Qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans en matière de mobilité? Je crois qu'on peut constater qu'on a tous dans notre poche un assistant personnel de mobilité. Et cet objet a radicalement changé la façon dont on se déplace. De même, les acteurs qui sont mentionnés, Nokia par exemple, face à l'irruption du smartphone, le premier donc de l'iPhone, a absolument rien vu venir et cette industrie s'est effondrée pour n'avoir pas vu venir l'iPhone et surtout les applications. Kodak n'a pas vu non plus venir la photo numérique, même s'il y avait des ingénieurs et des brevets dans le sujet. Ils ont aussi disparu par le numérique. L'automobile peut être considérée en fait à peu près comme des téléphones Nokia. Il n'y a pas d'operating system, alors qu'il y a un OS sur mon téléphone. Il n'y a pas d'API, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'App Store. Et donc, on peut considérer que l'industrie automobile est restée avant l'irruption des géants du numérique. Et il y a un pays qui illustre ça de façon assez radicale, c'est la Chine, que je vous invite à suivre en détail, à regarder, à vous intéresser, par exemple, au secteur de l'automobile chinois, qui se crée en même temps que se crée le numérique. Donc, ils ont un regard sur l'objet automobile qui est radicalement différent des acteurs industriels européens qui cherchent plutôt à numériser une industrie plutôt qu'à inventer une nouvelle façon de se déplacer. Ça, je vais rentrer dans le détail après. Alors, ce téléphone, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il a permis l'irruption de tout un tas de startups qui offrent des microservices. Trottinette, vélo, je peux louer une voiture, je peux faire du covoiturage, je peux partager ma voiture, etc., etc. Je peux commander un chauffeur. Chacun dans sa niche. Et si on regroupe tout ça, vous avez quelque chose qui commence à s'approcher de l'équivalent de la clé dans la poche. Et donc, en résumé, le téléphone permet de simplifier et devient un assistant d'aide à la mobilité. Et donc, si on résume, vous avez d'un côté des acteurs qui ont intérêt à ce que vous ayez une clé dans la poche,
Et de l'autre côté, vous avez des acteurs qui ont intérêt à ce que vous n'ayez plus de clé dans la poche et uniquement un téléphone. L'obsession d'Uber, c'est que vous n'ayez plus de clé dans la poche. Parce que si vous n'avez plus de clé dans la poche, à ce moment-là, vous allez utiliser des services, dont Uber, transport public, vélo, marche, etc. En tous les cas, vous n'allez pas avoir le réflexe automobile. Et ce qui a changé depuis 10 ans, c'est la valorisation des entreprises en présence. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'acteurs capables de concurrencer des acteurs industriels automobiles. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les acteurs numériques sont puissants, avec des capacités financières, et ils arrivent dans le secteur de la mobilité. Si on pousse le concept de ces services, j'ai pris ces deux exemples-là. Vous avez ici le service ancien de Vélib. Donc, on va modifier un vélo pour l'intégrer dans un service et pour permettre à chacun de pouvoir utiliser un vélo quand il en a besoin, sans l'acheter. Et ça, c'est un exercice de style pour imaginer ce que serait une voiture conçue uniquement pour être partagée. Donc, un peu une espèce d'équivalent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça, je ne sais pas s'il y a des cyclistes dans la salle ou en ligne, mais en fait, c'est un mauvais vélo. On n'a pas envie de l'acheter, mais le service est bon. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est qu'on les conséquences du service, on a alourdi le vélo parce qu'il a fallu qu'il soit plus sûr, réparable, qu'on puisse le brancher sur une borne, etc. Il y a eu des conséquences. Mais en fait, ça, c'est assez satisfaisant, c'est pratique d'avoir ça quand même en ville et de pas, dans certains cas, avoir son propre vélo. Donc, l'analogie qu'on pourrait faire, c'est que une automobile servicielle qu'on n'achèterait pas, elle pourrait être mauvaise avec les regards d'un automobiliste. Ça serait une voiture qu'on n'aurait pas envie d'acheter, mais qu'on sera content d'utiliser. Donc tout ça pour dire que si on passe par des services, et donc ça, c'est cette diapo-là, le design des objets peut changer, va changer en fonction des différents paramètres. Alors, vous pouvez regarder sur Alibaba. Alibaba, c'est le grand marchand qui vend à peu près tout chinois. Vous pouvez trouver cette voiture qui est dans la catégorie des quadricycles en France. Alors, elle n'est pas homologuée pour rouler en France, mais elle le serait assez facilement dans la catégorie des Twizy ou petits véhicules de ce type-là. Alors, dans la salle, qui pourrait me donner un prix? 500 €. Combien? 500. 500, ah, c'est un petit. Vous voulez dire à l'achat? Oui, à l'achat, oui. À l'achat, bon, allez, 1000. La nouvelle saison sort demain. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On va faire une tier list. La tier list de Attaque des Titans. Donc, sans plus attendre, et c'est parti pour la tier list. 1500 $. D'accord. Vous pouvez l'acheter sur Alibaba pour 1500 $. Véhicule électrique urbain qui convient pour la plupart des mobilités au quotidien. C'est à peu près le prix d'un vélo. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le prix d'un vélo. Bon, en Europe, il serait probablement un peu plus cher sur les imports. Bon, allez, 2000, 3000 $, 3000 €. Donc, vous vous rappelez ma courbe de tout à l'heure. En fait, on est là, on est ici. On peut faire des voitures extrêmement efficaces, extrêmement légères, et en plus, elles ne sont pas chères, versus les voitures proposées par les constructeurs automobiles. Et si on intègre ça, c'est-à-dire que ça, donc Uber, par exemple, a racheté des startups, notamment dans le domaine des trottinettes ou des vélos. Vous pouvez imaginer qu'un opérateur de mobilité comme Uber peut en acheter des centaines, des milliers, et opérer en fait ces véhicules-là, comme il opère des vélos électriques.
Et donc, on aurait des véhicules en libre-service. On peut, dans les villes ou à la périphérie des villes, c'est tout à fait imaginable. Des acteurs qui aujourd'hui ont les capacités financières, c'est assez logique pour eux et possible de commencer à vous proposer des véhicules, des voitures pour se déplacer. Et je continue pour ouvrir les perspectives, c'est que le sujet de la mobilité ne se résout pas uniquement par des solutions de mobilité. L'actualité a fait que Zoom, qu'on utilise maintenant, la valorisation de cette entreprise dépasse la valorisation de la somme des principales compagnies aériennes. Donc Zoom est une entreprise de transport. Permet aux acteurs de réaliser des activités qu'ils auraient réalisées en se déplaçant. Donc mobilité, en fait, quand on dit mobilité, il faut penser trois mots. Mobilité, ok, immobilité, activité. Comment je peux réorganiser l'activité de mon entreprise, de ma structure, pour réduire les besoins de mobilité, et comment je gère mon immobilité, à quel endroit je m'arrête pour travailler, pour faire des choses. Et donc, c'est une recombinaison en fait, de ces différents sujets. Donc, bien sûr, ça touche les lieux. Vous avez bien vu qu'à Paris, le stock de parking souterrain de Paris, complètement inutile aujourd'hui. Donc, comment on repense ces lieux qui étaient utilisés pour stocker des véhicules pour en faire autre chose? En fait, c'est exactement ce sujet-là. Je rajoute ce sujet. Donc là, vous voyez, j'ai lié mobilité, immobilité, activité. Et là, je vais sur compagnie d'assurance, santé. Apple dit avec donc Apple travaille avec des médecins, avec des assureurs dans le domaine de la santé. Et la compagnie d'assurance vous dit, si vous prenez cette montre, et si vous avez une activité physique, vous payez moins cher votre assurance santé. C'est de la mobilité. Les gens vont arriver à marcher, donc à prendre les transports publics ou le vélo ou la marche, pour avoir une réduction sur leur assurance santé, parce qu'ils acceptent de se faire tracer par Apple, qui a un partenariat avec les compagnies d'assurance. Donc, un acteur qui n'a rien à voir avec la mobilité va changer radicalement la façon dont les gens se déplacent. Pour une raison qui est celle-là, et qui pourrait être une autre raison. En tous les cas, le domaine de la santé et de la surveillance de la santé par des objets nomades est quelque chose qui amène des changements dans les pratiques de mobilité des gens. Et donc, derrière, il y a tout ce grand sujet, en fait, qu'on a touché du doigt avec le Covid, les traceurs. Est-ce que j'accepte de me faire tracer? Ou la question, c'est, j'accepte déjà de me faire tracer, on a tous un téléphone. J'accepte déjà de donner en partie mes données à Google, Apple, etc. Que ce soit par la montre ou par le téléphone. Qui fait que ces acteurs-là ont énormément de connaissances sur la façon dont les gens se déplacent. Beaucoup plus que les acteurs publics qui prennent des décisions en matière d'investissement, par exemple. Donc ça, c'est une illustration de ce propos. Ça, c'est une carte animée des données de Waze. Donc Waze, c'est l'appli qui vous permet de vous guider en voiture, qui a été racheté par Google il y a une dizaine d'années. Donc vous voyez bien la connaissance de Google en matière de flux, elle est, ou d'Apple, mais elle est très grande et Google est capable de savoir quand les gens se déplacent, comment les gens se déplacent. Donc vous avez dans l'OS du téléphone, dans l'operating system du téléphone, vous avez une brique logicielle qui est capable, avec les capteurs du téléphone, de déterminer le mode de transport que vous utilisez. Donc, il sait, ou elle sait, si vous êtes en voiture
en vélo, à pied. Et en dessous, pour illustrer, cette fois-ci, je vais le déplacer. J'ai remis ce mot-là, augere. Augere, c'est le mot latin pour autorité. Autorité. Dans les transports, on parle d'autorité organisatrice des mobilités. Donc, par exemple, la métropole de Nice, qui était présente tout à l'heure, la métropole de Nice est l'autorité organisatrice de la mobilité sur la métropole. Vous avez la région aussi, qui est une autorité organisatrice de la mobilité, ou les communautés d'agglo. C'est elle qui organise la mobilité. Donc, on parle d'autorité. C'est pour ça que j'ai réutilisé ce mot. Autorité, ça veut dire, ça vient de l'origine, c'est augere. Et augere, c'est le savoir. Donc, on a autorité. Augere, c'est auteur aussi, la même racine. On a autorité parce qu'on a du savoir, plus de savoir que l'autre. En théorie, c'est ça. Et donc ça me permet de dire que les autorités organisatrices de mobilité n'ont plus autorité. Parce qu'elles n'ont pas plus de savoir que les acteurs numériques, Google par exemple. Elles ont beaucoup moins de savoir que ces acteurs-là sur la façon dont les gens se déplacent sur le territoire. Donc c'est difficile, et c'est comme ça. Et quand on veut demander aux gens, est-ce qu'on peut vous tracer pour tout un tas de raisons, on a vu là dans le Covid, ça ouvre pas mal de questions, mais on a tous plus ou moins accepté déjà de se faire tracer par un certain nombre d'acteurs. Donc cette question-là, elle va revenir. Ne vous inquiétez pas qu'on n'est pas prêt d'avoir quitté et de refermer ce dossier. Le problème, c'est que, vous comprenez bien que si on a moins de données, c'est plus difficile de résoudre un problème si on a moins de données pour le comprendre. Alors, troisième point, les acteurs du numérique. Donc là, j'ai mis les principaux, sachant qu'il y a leurs copains chinois qui sont à peu près de la même taille, les équivalents chinois. Alors, ça m'amène d'abord à vous parler de plateformes numériques. Donc, je donne des cours dans pas mal d'écoles d'ingénieurs. Et en général, la connaissance du fonctionnement des GAFA, des plateformes de Google, d'Apple, est assez méconnue par les ingénieurs et je crois que c'est un problème. Il faut absolument que les ingénieurs comprennent comment fonctionnent les GAFA, comment fonctionne une plateforme numérique. Parce que, d'abord, aujourd'hui, elles sont assez développées. Elles arrivent dans plein de secteurs. Donc, les GAFA ont commencé par l'industrie de l'information, tout ce qui est médias. Ensuite, ça arrive dans le commerce, le e-commerce avec Amazon. Et quand vous avez en face une filière industrielle, un acteur qui a une plateforme numérique à l'échelle et qui fonctionne, en général, vous n'êtes pas loin de mourir. Face à une plateforme, c'est très très difficile de concurrencer une plateforme numérique qui fonctionne. On va voir après pourquoi. Donc c'est important de bien comprendre comment marche une plateforme. Alors j'ai pris cet exemple-là de la lampe qui était au début une application. Maintenant, c'est intégré dans les téléphones. Vous avez un petit bouton lampe pour éclairer. Alors, ça révèle des choses. J'ai pris cet exemple-là, il est très simple. Ça révèle le fait du fonctionnement même de la plateforme. Donc, ça a été la première plateforme, c'est Apple qui l'a mise en œuvre. Donc, d'un côté des téléphones et de l'autre côté l'App Store. Et l'App Store, c'est quoi? C'est des développeurs. Donc, la plateforme Apple met en relation une communauté de développeurs avec une communauté d'acheteurs, ceux qui ont le téléphone. Et avec un contrat qui dit aux développeurs, voilà, développeur, tu es seul, petite équipe, inconnue, tu as une idée et je vais te mettre en relation avec, au départ, des milliers, des millions, maintenant des milliards de personnes qui ont des téléphones. Et donc là, la personne, elle a l'idée
d'utiliser le flash de l'appareil photo pour en faire une lampe. Alors ça révèle deux choses. Ça révèle, un, Apple n'avait pas eu l'idée, mais il laisse la possibilité à un inconnu d'utiliser tous les capteurs du téléphone pour en faire à peu près ce qu'il veut. Et si ça trouve un marché, là en l'occurrence, c'est vrai que c'est bien pratique, ben, ça se développe. Il faut simplement que le développeur accepte des conditions générales d'utilisation. Il développe son truc, il a l'accès à l'App Store, donc des guides pour développer, etc. Et donc il a l'accès à un marché de millions de personnes. Et la plateforme, c'est ça, ça met en relation ces deux marchés-là. Ça, c'est une plateforme biface. Il y a des plateformes trifaces, par exemple les livreurs Deliveroo. Ça met en relation le restaurant, le client final et le livreur. Une relation à trois composants. Donc en résumé, on a ça, accès aux utilisateurs, accès aux producteurs, accès aux interfaces et aux fonctions, des règles claires et préétablies, un modèle économique, en l'occurrence, Apple prend 25%. Eh ben, oui, c'est-à-dire que sinon vous n'avez pas accès à l'App Store. Voilà. Et puis si vous n'avez pas l'accès à l'App Store, personne ne va connaître votre application. Donc ça, c'est la puissance des plateformes. Et la scalabilité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une appli ou des millions d'applis, voire des niches, et ça fonctionne. Ce petit schéma pour poursuivre en fait la comparaison entre les plateformes et les filières industrielles. Vous avez ici à gauche les filières industrielles classiques que j'ai appelées Fordistes, puis à gauche les acteurs du numérique. Les filières industrielles se construisent par l'accès à des ressources, le pétrole, l'acier, peu importe, des infrastructures, une transformation de la valeur dans une usine, où on va produire un objet, transformer de la matière, économie d'échelle, il faut en faire beaucoup pour faire baisser les prix, et on fait des produits de masse, on vend à peu près la même chose à peu près à tout le monde, on fait des petites évolutions, mais c'est à peu près ça. Les entreprises numériques, elles, le point de départ, c'est ce qu'on appelle la multitude. La multitude, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi. C'est pas forcément des acheteurs. On n'achète pas Facebook, mais on fait partie de la multitude pour Facebook. Ensuite, il s'appuie sur d'autres infrastructures, Internet, Cloud, le GPS. Donc, c'est parce qu'il y a le GPS qu'il y a Uber. S'il n'y avait pas de GPS, il n'y a pas Uber. Ça ne marche pas. Alors, bien sûr, ces infrastructures-là s'appuient sur les infrastructures précédentes. Il faut bien du physique. Et l'équivalent de l'usine, c'est l'application. C'est elle qui transforme la valeur. Et le point radicalement différent, c'est le modèle d'affaires, c'est des rendements croissants. Facebook, plus il y a de monde, plus vous avez intérêt à y aller. Enfin, un réseau social en général. Et plus il y a de monde, plus vous avez intérêt à y aller. Et donc, la performance de la plateforme augmente plus il y a de monde, et plus il y a de monde, plus la plateforme est attractive. Et donc, elle attire jusqu'à créer un monopole, et après, c'est fini. Alors, vous ne pouvez pas concurrencer Google sur le moteur de recherche. Vous ne pouvez plus concurrencer Facebook sur un réseau social. Vous ne pouvez pas concurrencer Amazon sur le e-commerce. C'est-à-dire, c'est impossible de créer un truc équivalent, ou Blablacar sur le covoiturage. Si vous créez un opérateur de covoiturage, vous allez mettre 3 annonces, personne ne va aller sur le vôtre, puisque sur Blablacar, il y aura beaucoup plus d'offres. Et le point final, l'utilisateur, c'est la multitude. C'est le même au début à la fin. Et donc, pour les plateformes qui ont réussi, donc il y en a très peu, il y en a plein qui sont mortes, qu'on n'aura jamais, qu'on n'a jamais vu, il y a ce qu'on appelle une traction, et la plateforme se développe, et se développe encore plus. Et ça permet d'avoir
les données des utilisateurs. C'est-à-dire que comme on a BlaBlaCar, Facebook, énormément d'utilisateurs sur la plateforme, ou Amazon, on peut les écouter, on peut leur proposer des choses et améliorer la plateforme pour qu'elle soit de plus en plus attractive. Et donc on a ce mécanisme en 4 étapes, qui est hyper important de connaître et de comprendre. Pour créer une plateforme, il faut digitaliser l'offre, désintermédier, c'est-à-dire être en relation directe avec l'utilisateur final. C'est pour ça que Uber, par exemple, est en relation directe avec vous, passe pas par un tiers, la SNCF, ou je ne sais qui. Donc ça, c'est les principes que j'ai montrés tout à l'heure. Et ensuite, effet de réseau. Donc plus il y a de monde, plus c'est attractif, plus il y a de monde. Et là, si vous réussissez à créer une plateforme à l'échelle, vous fermez et vous créez un monopole. Et après, c'est très très difficile pour un acteur de venir vous concurrencer. Et après, vous avez accès aux données des utilisateurs qui vous permet d'améliorer énormément la plateforme et de conserver votre monopole. Et ensuite, les acteurs commencent par un champ, le moteur de recherche pour Google, et s'étendent. Une suite bureautique, un drive, les photos, etc. Et puis Android dans le téléphone. Pourquoi? Pour étendre l'endroit où vous pouvez savoir ce que les gens font sur votre plateforme. Parce que si vous restez sur l'ordinateur, tout ce que je fais sur le téléphone, Google ne va pas le savoir. Donc là, ils arrivent sur le téléphone avec Android. Et puis là, ils disent, mais dans la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je vais proposer Android Auto. Amazon propose aussi Amazon Auto. Apple aussi. Apple Auto. Ils étendent leur endroit pour garder la connaissance des utilisateurs. Ça, cette annonce, elle est arrivée l'année dernière, fin d'année dernière. Je vais mettre ça là. Est-ce que vous connaissez Foxconn? C'est l'entreprise chinoise qui fait des puces électroniques pour pratiquement pour à peu près tout le monde. Ouais. En fait, c'est un des industriels d'Apple. Apple est une entreprise sans usine. Donc Foxconn fabrique notamment des iPhones. Et donc novembre de l'année dernière, Foxconn dit, en fait, on fait des produits électroniques grand volume, de façon industrielle, avec des qualités reconnues, etc. Bon, on va faire ça. On va rajouter des roues et on va faire la base technique du véhicule électrique. Parce que le véhicule électrique, en fait, son grand intérêt, en tout cas pour moi, c'est qu'il n'y a plus de moteur thermique. Donc vous avez un moteur électrique, qui est en fait un moteur de machine à laver, donc c'est assez simple. Vous avez des batteries, mais ça, les batteries, elles viennent aussi du téléphone et puis d'autres acteurs industriels. Ça, vous les achetez sur l'étagère, c'est une commodité. Puis après, c'est l'électronique et de la tôle pliée, et puis du contrôle commande, etc. Donc le nombre d'acteurs industriels capables de faire ça, c'est-à-dire le skateboard, la partie basse du véhicule, moteur, transmission, et puis l'électronique, etc. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que capables de faire une automobile aujourd'hui. Donc Foxconn a annoncé qu'ils allaient faire la partie basse, le skateboard de la voiture électrique. Alors peut-être pas des voitures comme on les entend nous, mais enfin, si on reprend l'exemple de ma voiture à $1000, ils peuvent faire des voitures urbaines qui roulent à 50, 100, 70 ou 100 à l'heure. Ce qui ne correspond pas trop aux besoins des gens. Si on revient aux besoins. Donc vous avez quand même des gens sérieux qui annoncent ce genre de choses.
Et vous voyez bien que ça ouvre des options, c'est-à-dire que si vous pouvez acheter sur étagère le skateboard, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, bah, moi, j'invente l'habitacle qui est au-dessus, en fait. Pour en faire des voitures pour les gens, pour en faire des camions, pour en faire tout un tas de choses. Et donc, ils sont en train de faire la partie, l'operating system, la partie basse. Et donc, moi, ma question, c'est, bah, voilà, oui, il y a plein de fabricants de téléphones. Samsung peut vendre des téléphones parce qu'il y a Android qui vend l'operating system. Sinon, le téléphone ne sert à rien. En fait. Donc, il y a plein d'acteurs qui peuvent arriver et faire des objets roulants électriques. Vous voyez bien que le mindset, la culture des acteurs qui vont faire ça n'a rien à voir avec le mindset, la culture des acteurs industriels de l'industrie automobile qui ont 100 ans d'histoire et qui viennent avec tout un tas de façons de penser l'automobile, de modèles d'affaires derrière ça. Alors, en résumé, on a jusqu'à présent été avec des objets d'une tonne 5, plutôt 2 tonnes, utilisés 5% du temps avec du pétrole. Remplissage moyen des voitures aujourd'hui, 1 personne, 2. On arrive maintenant avec l'assistant personnel de mobilité qui permet de mettre un peu plus de monde dans les voitures, de les utiliser un peu plus, de commencer à mettre de l'électricité, à un système en fait avec multimodal, avec des nouveaux objets beaucoup plus légers, électrifiés, capacité à passer d'un mode à l'autre très facilement avec un assistant personnel de mobilité. Ça s'entend sous le vocable de MaaS, Mobility as a Service, où on aura demain une offre intégrée, notamment pour le paiement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est un peu pénible, c'est le paiement. Il y a plein d'applis. Et ça peut se grouper. Donc pour le citoyen, l'utilisateur, c'est simple, intégré, et de moins en moins de possession d'objets. Et on achète ou on prend en fonction des besoins et du déplacement qu'on a envie de faire. Pour l'opérateur de tout ça, une grande complexité, parce qu'il faut gérer tous les modes, enfin, c'est extrêmement sophistiqué. Par contre, puisqu'il opère, c'est lui qui fixe le cahier des charges des véhicules. Et ça change tout. Vous vous rappelez l'exemple du Vélib. Le cahier des charges du Vélib, c'est pas un vélo, c'est un vélo modifié. Bah, si Uber ou un opérateur de mobilité achète ces espèces de trucs électriques, bah, c'est lui qui va fixer le cahier des charges de ça parce qu'il en achète 10 000 ou 100 000 pour les opérer. Donc ça change le design de l'objet par rapport à un consommateur seul qui achète une voiture. Et le constructeur, j'avais appelé ça Foxconnisé. Alors j'avais fait ça avant que Foxconn annonce son truc. Mais c'est exactement ça. Foxconnisé, ça veut dire que Apple n'a pas d'usine. Donc on peut imaginer que demain, un opérateur de mobilité n'a pas d'usine pour fabriquer des voitures. Quelqu'un d'autre le fait. Bon, ça change quand même un peu la situation. Alors face à tout ça, 4e étape, qu'est-ce qu'on fait pour jouer dans ce périmètre-là, qui est voilà, là, une proposition de lecture des événements. Hein, en tout cas, c'est la mienne. Je vous la partage comme ça. Comment on peut jouer dans ce contexte-là Pour moi, ça c'est extrêmement important. La culture domine la stratégie, la culture des organisations. Et donc, intéressez-vous au numérique parce qu'il irrigue toutes les filières industrielles. Intéressez-vous du coup à la Chine qui construit des industries en inventant maintenant le numérique. C'est vraiment assez inédit. Hein. Ils sont dans un moment de leur histoire qui est particulièrement intéressant. Ils sont dans leur 30 glorieuses à l'ère du numérique. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, si on avait fait nos 30 glorieuses à ce moment-là?
Et donc ça, c'est la culture des personnes et des organisations. Et ça dépasse les visions stratégiques, c'est-à-dire de planification. Je crois très peu à l'aspect planification des filières industrielles dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Pour explorer en fait un sujet, il y a à la fois les aspects technologiques, donc ça on les comprend très bien, surtout pour des ingénieurs. Et les groupes industriels le font très bien. Voilà, ils vont explorer des technologies plus ou moins avancées, risquées, etc. Mais il y a tout un champ qui est en général pas exploré du tout, très peu, très mal, sur l'acceptabilité du marché, les usages. Dans le transport, par exemple, le paiement, l'évolution du paiement. Comment ça se fait qu'en Chine, justement, ils payent tout maintenant à partir de terminaux numériques, alors que nous, on met beaucoup de temps à avancer là-dedans. Et ça peut changer beaucoup de choses après sur les industries liées. Donc comment on va utiliser ces objets-là? Ça, c'est une image de l'équivalent dans la logistique. J'en ai pas parlé, là, je me suis beaucoup centré sur la mobilité des personnes, mais ça, c'est un petit camion électrique. Amazon en achète 100 000. 100 000. Alors bien sûr, c'est Amazon qui a fixé le cahier des charges de l'objet. Donc, ce que j'ai raconté là, Amazon est en train de le faire dans la logistique. Ils sont en train de construire une plateforme au sens d'Amazon numérique. Ils vont devenir opérateurs logistiques. Comme ils vendent du cloud aujourd'hui, alors que ce n'est pas leur métier au départ c'est des commerçants, ils ont eu besoin de capacités de cloud. Maintenant, ils vendent du cloud et ça devient un acteur du cloud, enfin c'est devenu depuis longtemps. Ils ont besoin de logistique, ils vont vendre de la logistique et je pense que demain, Carrefour ou les autres livreront avec des camions gérés par Amazon. Donc l'acceptabilité du marché, c'est en général des zones aveugles. Si vous voulez explorer le futur, c'est pas que la technologie. Moi, je m'intéresse beaucoup pour naviguer là-dedans sur le principe d'open innovation, d'innovation ouverte. Je vais prendre cet exemple-là. Donc Beidou, qui est le Google chinois, se lance comme Google dans le sujet de la voiture autonome, avec du retard. On a commencé bien plus tard que Google. Et donc, pour rattraper leur retard, je pense que c'est entre autres pour ça, ils ont décidé d'ouvrir un maximum de ressources produites à d'autres acteurs. Et vous pouvez aller voir sur leur projet qui s'appelle apollo.auto. La plupart des livrables produits sont open source. Et l'open source, c'est la culture du numérique qui est derrière. Ça permet de mutualiser des efforts, d'aller beaucoup plus vite, de créer des standards. Android a une base open source au départ, puis Google après a fermé, mais ils ont utilisé Linux, ils ont utilisé pour aller plus vite. Ça permet de construire des communautés. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'acteurs dans Apollo. Et le gouvernement chinois, en plus, a aligné tout le monde et a dit, si vous voulez innover sur la voiture autonome, c'est Apollo. Donc, imaginez qu'à l'échelle de l'Union européenne, on ait un projet de voiture autonome pour les constructeurs de voitures, de camions, de tracteurs, de matériel agricole, d'engins de chantier, parce que c'est le cas en Chine. Le même autopilote est utilisé sur tous les véhicules. Donc, il apprend plus vite, il progresse plus vite. Et donc, ils sont en train de créer un standard, en fait. Et après, la valeur économique, ils vont aller la chercher plus loin dans des services, dans des développements peut-être spécifiques. Mais ils vont d'abord tuer le marché en proposant un standard. Impossible de faire mieux que le standard. Ce qu'il a été développé, il est disponible et c'est fini. Apollo. Android. Et cette logique de l'open source, elle s'étend aussi aux villes. Donc ça, c'est un exemple de villes américaines. Quand sont arrivées les trottinettes aux États-Unis, comme nous, elles ont débarqué, les opérateurs, ils ont mis des trottinettes dans les villes. Il y a des villes américaines qui ont dit, nous, on va mettre des règles et on va demander aux opérateurs de trottinettes de nous redonner les données d'usage des trottinettes. Vous vous rappelez l'autorité, etc.
pour avoir accès à des données, pour savoir comment les gens s'en servent, pour limiter l'accès à certains endroits, pour éviter qu'il y ait des trottinettes à tel endroit. Et pour ça, ils ont créé un standard et une fondation pour diffuser ce standard et faciliter le développement des trottinettes. Donc là aussi, c'est de l'open source porté par des collectivités. Et donc, j'en arrive à la fin de ma présentation. Du coup, ce principe-là, moi, j'en suis arrivé à créer une association qui s'appelle la Fabrique des Mobilités, dont l'objectif est de produire de l'open source dans les transports. Pour les raisons qu'on a esquissées à l'instant, pour mutualiser des efforts, parce qu'il y a des objets, il y a des ressources qui sont non compétitives et dont les acteurs ont besoin, donc on a intérêt à les faire vite et à les partager. Et donc la Fabrique des Mobilités, c'est répliqué au Canada. On est en train de voir pour répliquer ça en Afrique et dans d'autres pays en Europe. Et ça s'est répliqué dans d'autres verticales. Il y en a une dans l'énergie, il y en a une dans la logistique. Le Covid a fait que ça s'est accéléré dans la santé. Il y a beaucoup de projets open source dans la santé et dans l'éducation, notamment liés au Covid. Donc il y a une fabrique des communs pédagogiques qui est en train d'être réfléchie. Donc ce principe de l'open source, je vais passer, en fait, du coup, il y a des adhérents qui adhèrent à l'association et on a des conventions de partenariat pour financer des projets de ressources ouvertes. Et une ressource ouverte, elle est utile pour une collectivité, pour un industriel, pour des étudiants. Je vais prendre un exemple tout de suite. Ça, c'est toutes les ressources qu'on produit, enfin les projets qu'on a en ce moment. Voilà, on a un véhicule électrique open source. On comprend bien tout de suite que pour la formation des étudiants en France, en Europe, c'est beaucoup plus facile de travailler sur un véhicule électrique open source avec des logiciels ouverts qu'on peut manipuler, voire faire progresser, que sur un véhicule fermé d'un constructeur automobile. Donc on a tout un tas de ressources, que ce soit pour l'éducation ou la recherche ou pour des activités liées au marché, des activités économiques. Ça peut être des logiciels, du matériel, un personnel tracker, donc une application de tracking pour produire de la donnée de déplacement. Une solution pour faire des vélos partagés low cost avec un cadenas connecté open source. Voilà. Et on peut en fait développer ça à l'infini. On a par exemple un projet de caméra pour compter des voitures et des vélos. Alors, il existe des logiciels open source de reconnaissance d'objets. Ça reconnaît une table, une chaise, un vélo, une voiture. Et donc, il suffit d'ajouter ça au réseau de caméras de vidéosurveillance qui existe déjà pour produire de la donnée de comptage pour un coût nul. Et ces données-là, on en a besoin pour progresser, pour faire de la gestion de trafic, par exemple. On n'a pas besoin d'investir, il suffit d'implémenter de l'open source. Donc, ça, c'est des infos générales sur la Fabrique des Mobilités. On a tout un tas d'outils pour travailler en réseau, pour faire travailler donc, ce que j'ai mentionné, des industriels, des écoles, des collectivités et des laboratoires de recherche. Quelques livres que je vous conseille que je vous propose de lire sur le sujet du numérique. J'en ai beaucoup parlé et moi, je me suis beaucoup formé sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que je découvre en continu. Je vous conseille L'âge de la multitude qui décrit très bien comment fonctionnent les plateformes. La méthode Google, c'est un exercice intéressant. C'est que ferait Google dans différents secteurs où il n'y a pas encore d'acteurs du numérique. Et aux sources de l'utopie numérique, qui est un livre très intéressant sur la Silicon Valley. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et à votre disposition pour des échanges, des questions. Merci Gabriel pour cette présentation qui nous a ouvert l'esprit, en tout cas à moi, pas mal sur des questions que je ne m'étais pas posées véritablement.
Oui, c'était passionnant. Alors, on n'a pas perdu beaucoup de monde. On en a perdu quelques-uns, c'est pas très grave. Alors, on peut donner la parole pour les questions-réponses. Alors, dans la salle, et puis sans doute aussi ceux qui sont connectés. Alors, j'ai une question sur la fabrique des mobilités. Donc, il y a beaucoup effectivement d'initiatives autour du numérique. La mobilité est quand même un truc super important sur le sens, c'est la dimension énergétique. L'avenir de l'énergie, l'impact CO2 de la solution de mobilité. Donc, dans la fabrique, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont positionnés sur cette question-là? Je vais répéter. Ok, je vais répéter peut-être pour. Je ne sais pas si les gens ont entendu. Donc la question porte sur dans la fabrique des mobilités, le sujet de l'énergie est peu présent aujourd'hui, et c'est un élément déterminant en effet. Alors pour l'instant, le travail, on va dire un cran avant, c'est-à-dire sur établir des bilans, notamment des facteurs d'émission, mieux savoir comment les gens se déplacent pour leur proposer un bilan environnemental de leur mobilité. Et l'étape suivante, effectivement, ça sera ensuite de leur proposer des alternatives à des déplacements motorisés avec du carburant fossile, en fait, la solution la plus défavorable quand ils le font. Il y a un projet, par exemple, de boîtier qu'on peut plugger sur une voiture qui permet de produire de la donnée ouverte, donc qui permet déjà de produire de la connaissance là-dessus. Voilà les premiers projets qu'on a dans le domaine. Après, il n'y a pas de projet proprement dit sur d'autres filières énergétiques. Parce que bon, ça, d'abord, c'est travaillé par un grand nombre d'acteurs. On s'est intéressé, par exemple, aussi à des logiciels sur les voitures électriques, des logiciels pour pouvoir les connecter, pour pouvoir les charger, pour pouvoir les connecter au smart grid ou ce genre de choses. Donc ça, il y a des choses qui sont open source dans ces domaines-là. Oui. Une question en ligne. Oui. Donc, on a vu que les téléphones prennent position et donnent beaucoup d'informations aux GAFA. Pourquoi serait-il une mauvaise chose? Est-ce que c'est parce qu'ils obtiennent trop de pouvoir ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, alors sur la question des données pour les GAFA, donc vous avez vu dans le principe des plateformes, hein, c'est structurellement, en fait, les acteurs construisent un dispositif qui leur permet de savoir comment les gens utilisent la plateforme. Parce que sans ça, ils n'ont pas les éléments pour faire progresser la plateforme. Donc après, on décide ou pas de rentrer dans la plateforme. Pour la plupart d'entre nous, on a accepté de rentrer dans ces plateformes-là, parce que d'abord, elles fonctionnent très bien, elles proposent des services en général gratuits, et donc on rentre là-dedans. Et pour moi, le problème, en fait, ça, à la limite, ça dépend de chacun d'accepter ce contrat-là, mais je crois que le contrat, pour l'instant, il est assez équilibré, malgré tout. C'est le déséquilibre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs publics qui prennent des décisions en matière de mobilité ont beaucoup moins d'informations. Et donc, c'est plutôt la question, c'est comment un acteur public peut tirer profit du numérique pour lui aussi créer de la connaissance, lui permettant de prendre des décisions éclairées. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur le traceur et d'autres projets qui sont connexes pour permettre à des collectivités, à des régions et à l'État de disposer aussi de données leur permettant à la fois de protéger la vie privée des citoyens et de prendre de meilleures décisions. Voilà, donc c'est plutôt ça le rééquilibrage en fait que je propose dans un premier temps. Après, le fait que les GAFA aient beaucoup de données, ça c'est un sujet qui dépasse le sujet de la mobilité. Hein. D'une part,
ils ont beaucoup de données, mais d'autre part, ils sont non européens. Je crois qu'il y a ces deux problèmes-là qui se sont superposés en général. D'ailleurs, pour la réflexion, on pourrait réfléchir à comment on réfléchirait si les GAFA étaient européens. Est-ce qu'on serait dans la même problématique? Et il se trouve qu'ils sont américains, avec des lois spécifiques. Donc, il y a tout ça derrière. Oui. Où en est-on sur la fiabilité des systèmes de conduite autonome? Parce qu'il me semble que c'est ça le vrai problème. Moi, je serais prêt à me débarrasser de mes véhicules. Et puis, quand j'ai besoin de me déplacer, faire un numéro sur mon téléphone, il y a un véhicule à conduite automatique qui vient me chercher, qui m'emmène à ma destination, etc. Donc, il est vrai que la plupart des voitures sont utilisées 5% de leur temps, ou même pas quelquefois, tandis que là, on se retrouverait dans un réseau de voitures constamment utilisées, mais en nombre bien inférieur à ce qu'on a comme parc automobile, par exemple, actuellement. Donc, voilà. Bon, je sais que la Tesla est censée se conduire tout seul, mais j'ai quand même quelques doutes. Bon, elle se conduit toute seule sous la neige, sous la pluie, en montagne, dans un désert, au bord de la mer. Là, j'ai du mal à y croire. Hein. Enfin, bon. Ok. Alors, beaucoup de questions. Alors d'abord, il faut imaginer que tout va bouger, enfin le train bouge, c'est-à-dire que le contexte aussi va influencer le scénario que vous évoquez, c'est-à-dire s'il y a des voitures autonomes, imaginons que ça fonctionne, alors il y en aura moins que la situation actuelle. D'un point de vue de l'ingénieur, ça se tient. Mais encore faut-il que ce contexte politique soit mis en place. Parce que ça nécessite de dire, on change les règles du jeu, quelque part. Mais, bon, enfin, voilà. Donc, en tous les cas, d'un point de vue de l'ingénieur, c'est possible. Il y a des scénarios où on peut dire, effectivement, on a besoin de 10 fois moins de voitures parce qu'elles tournent, elles sont optimisées. On peut imaginer qu'on ait des forfaits différents. Bon, tout ça, ça fonctionne. Après, sur la technique, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord il faut coordonner donc des développements industriels, des développements de recherche et de la partie juridique, homologation, certification, qui est plutôt tenante des États. Donc, il faut coordonner ces trois cultures, pensées, et c'est le plus lent qui détermine la vitesse du groupe. Donc, vous avez en gros la Chine, les États-Unis, Europe. Donc, il faut regarder les trois, parce que les trois ont, dans ce triptyque labo, industrie, port public, vous n'avez pas la même vélocité dans les trois parties du monde. L'acceptation au risque aussi est différente. Si on pose la question à des Chinois, ce n'est pas un problème. Par contre, en Europe, ce n'est pas la même chose. L'acceptation au risque, la notion de risque aussi n'est pas la même. Récemment, là, je crois que c'est cette semaine, Google, ils ont publié en fait des données comme quoi leur Google Car est plus fiable que des conduites humaines. Je pense que ça va de plus en plus se voir. C'est-à-dire qu'ils ont simulé des situations de trafic d'un humain et montré que dans la situation de cet accident-là, la voiture autonome aurait sauvé des vies. Les Tesla vont en fait produire ces données-là. Dire qu'on saura, d'un point de vue des sciences de l'ingénieur, dire que oui, la voiture robotisée, statistiquement, est plus sûre que la conduite humaine. Mais ça ne répond pas à la question d'acceptabilité de l'accident généré par un robot versus à l'accident généré par un humain qui est accepté, même si c'est aussi terrible que par un humain. Donc là, ça va toucher la culture des pays, des personnes. Et puis après, on peut aussi réfléchir aux missions qu'on donne aux robots. Parce qu'on s'imagine toujours des voitures qu'on connaît. Et maintenant, imaginons des voitures qui roulent à 40 à l'heure. Sur votre voiture, vous avez normalement accès à la vitesse moyenne de la voiture. C'est à peu près 25 km/h. En ville.
Non, partout. Si vous regardez la vitesse moyenne de votre voiture, c'est 25, 30, oui. Pas plus. Parce que vous l'utilisez en ville et un peu sur l'autoroute, mais moyennant, ça fait ça. Donc on pourrait imaginer que certains territoires décident, d'exclure les conduites, les véhicules à conduite humaine, et fassent rouler des robots qui roulent à 40 à l'heure. Et donc là où les situations de risque seraient bien maîtrisées par rapport à une situation de voiture telle qu'on la connaît. Et après, il y a des pays, là, je pense que la Chine a déjà exclu de plein de mégalopoles des véhicules thermiques. Il pourrait assez vite tracer des périmètres dans lesquels il n'y a que des robots qui roulent, avec des vitesses ou des caractéristiques qui sont spécifiques, plus lent. Ça peut d'abord se développer, ça se développera d'ailleurs probablement d'abord dans le transport de marchandises, soit sur des axes dédiés, soit sur des tout petits véhicules, comme on voit des véhicules de livraison. Donc il y a toutes ces phases-là qui auront lieu avant, je pense, d'avoir des véhicules qu'on connaît robotisés. Donc, du moins, de s'imaginer que les véhicules tels qu'on les connaît qui seront robotisés. Peut-être que ça n'arrivera jamais en fait. Et puis, dernière question, en fait, qui a intérêt à avoir des voitures robotisées? C'est-à-dire, est-ce que les constructeurs automobiles hors premium ont intérêt à avoir des voitures parce que la voiture robotisée existe? Je ne sais pas. Hein. Il y en a très clairement qui ont intérêt à ça. Uber a intérêt à ça. Uber a intérêt équivalent. D'ailleurs, le chinois le plus avancé, c'est Didi, c'est l'équivalent d'Uber. Ils investissent massivement là-dedans parce qu'eux ont intérêt à ça. Les constructeurs, surtout les constructeurs européens, enfin, certains qui sont pas forcément dans du premium, pas sûr. Pas sûr parce que clé smartphone, vous vous rappelez le conflit, si vous pouvez appeler un robot avec votre téléphone, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une voiture? Après, il y a le premium, des gens qui voudront avoir leur robot de luxe. En dehors de ça, pas sûr. Oui. Vous pensez que c'est l'Europe qui a ralentit c'est pas vraiment ralenti, c'est juste la vélocité naturelle des organisations, des personnes, des structures. Je ne pense pas qu'ils cherchent à ralentir. Vous pensez que si l'Europe était comme les États-Unis, c'est qu'on aura déjà eu des voitures autonomes? Là, il y a plusieurs problèmes en fait par rapport à la Chine et les États-Unis. C'est d'abord c'est plein de pays. L'Europe, c'est plein de pays qu'il faut coordonner avec des réglementations des fois un peu différentes, des cultures du risque qui sont quand même aussi un peu différentes. Mais je pense que l'Europe fait ce qu'on peut. Je veux dire, je suis pas critique, hein, c'est sûr. Hein, c'est un sujet qui est compliqué, et il faut prendre des précautions, voilà. Mais le gouvernement chinois, qui a par ailleurs des aspects bien négatifs, a sous certains aspects une certaine vélocité quand il faut prendre ce type de décision. Mais je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire en Europe, hein, parce que c'est un sujet qui a manipulé avec précaution. Comme vous le reconnaissez vous-même, la Chine a pris certaines initiatives sur son territoire. On n'a pas besoin forcément d'être complètement d'accord ou, je veux dire, entre les États-Unis, l'Europe et la Chine pour développer ce genre de choses. Parce que la Chine a fait elle-même sur son propre territoire. On pourrait faire quelque chose, les Américains peuvent faire quelque chose. Voilà. Tout à fait. Non, je dis simplement que je regarde en fait ces différents endroits parce qu'ils ont à chaque fois des logiques différentes. Et quand on veut s'intéresser au futur d'un sujet, peut-être qu'ils ont déjà ils ont déjà itéré un certain nombre de fois avec leurs spécificités. Et c'est bien de le savoir, pas réinventer les choses. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est que vous montrez bien l'intérêt des plateformes dans la découverte du besoin et l'ajustement du besoin. Ça semble être un point clé. Oui. Quelle maîtrise a-t-on des plateformes en Europe? C'est ça le point. Pour pouvoir rendre ce... C'est ça le point. C'est le point clé, c'est que l'Europe, par
par je ne sais pas quel mystère ou par quel a loupé les plateformes numériques, je vais dire tel que c'est. Et du coup, ces plateformes-là, on le voit, elles servent de soubassement en fait pour pouvoir construire ces nouveaux métiers au-dessus. Ce que je dis, Uber s'appuie sur le GPS, s'appuie sur le téléphone, s'appuie. Sinon, il n'y a pas Uber. Donc, sans cette couche de plateformes qu'ont les Chinois parce qu'ils ont fermé Internet à leurs frontières, on ne pouvait pas le faire pour tout un tas de raisons. On n'a pas créé ces infrastructures, ces plateformes socles, et donc ça manque pour faire ça. Vous qui êtes dans les instances un peu européennes, qu'est-ce qu'on en pense au niveau européen, justement? Je vais fermer. J'ai un problème de. Attendez, parce que j'ai peur. Je ne sais pas si quelqu'un a un chargeur. Non, ça ne va pas. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a un chargeur. C'est un Lenovo, mais un chargeur avec une prise. Pardon? Ouais. S'il vous plaît. Parce que sinon, ça risque de. Ah, super, merci. Alors, au niveau européen, justement, on en est où dans ces réflexions sur ce que disaient les gens l'unification de la réflexion, ou est-ce que tous les pays sont encore très indépendants les uns des autres? Est-ce qu'on a une volonté commune d'avancer sur cette question? Quelle est un peu entre guillemets la politique européenne sur cette question? Non, il y a bien sûr des groupes européens sur le véhicule autonome, sur tout ce qui est masse, mobilité as a service, pour agréger toute l'offre dans une offre simple pour l'utilisateur. Puis l'Europe, on a quand même les services de transport public parmi les plus performants au monde. Il faut revenir là-dessus, et c'est quand même des transports publics qui servent d'ossature de base au transport de demain. Donc, on peut s'appuyer là-dessus et venir compléter après par des services qui se développent, des services de mobilité qui se développent. Donc, c'est quand même travailler au niveau européen là-dessus. Vous n'avez pas parlé de la logistique, du transport des marchandises. Le plus important, le métier individuel, c'est calé sur la logistique, le transport de la matière, c'est peut-être plus automatisable, d'abord, et plus important, plus en lien avec les grandes plateformes de distribution, etc. Alors, oui, j'en ai pas parlé. Effectivement, c'est un bon choix, je ne pouvais pas tout aborder non plus. Mais c'est tout aussi important, et effectivement. Et bien souvent, le camion, c'est le futur de la voiture. Je dis souvent ça, hein, si vous voulez regarder le futur de la voiture, regardez le camion. Toutes les innovations techniques, en général, arrivent sur le camion, puis ensuite sur la voiture. C'est pour ça que je pense que la robotisation va d'abord être sur le camion. Parce que c'est un secteur extrêmement rationnel, tiré par l'économie, kilomètre. Donc, là, ce qu'il faut voir, il y a deux choses. Le transformation en aval, c'est le e-commerce qui transforme comme la structure des flux logistiques. Les grandes plateformes type Amazon, qui est un acteur fascinant à regarder parce qu'il est, c'est l'archétype de l'acteur numérique extrêmement bien organisé. Enfin, il y aura une conférence à faire entière sur Amazon. Qu'est-ce que je voulais dire? L'aval et oui, toute la filière en fait, toute la filière logistique. Et après, si on regarde au niveau mondial, les routes de la soie chinoises
C'est aussi un formidable projet logistique à l'échelle planétaire. C'est un projet titanesque que se lance, dans lequel se lance la Chine. Et le point que je voulais aborder, c'est le futur de la mobilité des personnes. Bon, grosso modo, on voit qu'on peut, l'épisode là nous le montre, hein, on va pas dire contraindre, mais en tous les cas, être à isomobilité ou à une mobilité constante. On peut éviter d'avoir des mobilités qui explosent en volume. Par contre, pour les marchandises, si on fait l'hypothèse que le PIB des pays augmente, alors, en Europe, plus ou moins pas, mais à l'échelle mondiale, on souhaitait l'Afrique, etc. Alors là, par contre, on ne sait pas raconter d'histoire de pays plus riches qui transportent moins de marchandises. Ça n'existe pas. En tous les cas, on l'a jamais vu. Donc, si vous êtes plus riche, vous achetez plus de trucs, vous transportez plus de marchandises, et ça, pour l'instant, on ne sait pas raconter d'histoire pour dire comment maintenir un niveau d'émissions de gaz à effet de serre, polluants, fluides, etc., dans le secteur de la logistique, dans un monde où les pays deviennent de plus en plus riches. Ce qu'il faut faire, c'est relocaliser les productions. C'est tout. Oui. On importe des choses de 15 000 km. Pourquoi on ne les fait pas tout simplement ici? Si on est soucieux d'écologie, eh ben, ça minimisera les transports, ça minimisera le CO2, je ne sais pas pourquoi d'autre. Si on le fait sur place ou à proximité. Ouais, enfin, en général, les solutions simples, c'est en général à côté de la plaque. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas tout relocaliser. Et on peut relocaliser certaines industries. On peut aussi développer de nouvelles industries. Et effectivement, avoir ce qu'on peut faire dans le transport de marchandises, c'est avoir des quotas, avoir des systèmes de taxation, de fiscalité qui sont adaptés en fonction des domaines, pour les pondéreux, par exemple, puis pour les produits finis, ben, après, ça dépend de l'économie de marché. Vous citiez l'exemple d'Apple qui ne fabrique plus rien, qui vient de Chine, bon, font de la conception, etc., mais c'est devenu une coquille vide. Ça va pas durer l'éternité, ce genre de choses. Ouais, enfin, parler comme ça de la première entreprise au monde, je ne m'aventurerai pas. Et puis, ils relocalisent, enfin, ils localisent aux États-Unis certaines productions. Donc, enfin, je sais pas, moi, je suis pas responsable de l'industrie chez Apple, mais enfin, c'est pas en 2 coups de pierre à peau qu'on va. Enfin, je sais pas. Bien. Eh bien, écoutez, je voudrais remercier le conférencier pour cette belle conférence. Remercier tous les auditeurs qui sont venus finalement nombreux à cette et remercier tous les auditeurs qui sont venus nombreux à assister à cette journée nationale de l'ingénieur. Merci à tous et à toutes. Merci.